Mais bon, c'est comme ça que tu vois les mecs qui se font du bif. Et du coup, quand ça tourne mal, parce que justement, il y en a qui, ils se sont déjà fait arnaquer une fois. Et comme il y a beaucoup de gens qui le font, du coup, voilà, un autre gars vient devant moi pour me proposer la même chose. Mais il ne sait pas que j'ai été victime. Donc je sais déjà ce qui va se passer après. Qu'est-ce que je ferai? Je me vengerai sur lui. C'est comme ça que tu vois, je le tue et puis, tu vois. Et d'autres, même si je me suis jamais fait arnaquer, j'ai des amis qui peut-être sont déjà fait arnaquer, donc tu vois, je suis au courant. Et c'est donc comme ça que voilà, il y a les malchanceux qui... Ils peuvent d'accord se venger, tuer, mais est-ce qu'ils sont obligés de découper? Ben, c'est comme ça qu'ils font. Ça, c'est un truc, ça... Waouh! Chacun a sa façon de régler ses comptes. Mais honnêtement, nous sommes, chers téléspectateurs, nous aussi dans la peau de l'immigré, en ce moment. Alors, allons-y maintenant. Tu as vécu au Maroc, après tu es parti pour l'Espagne. Comment s'est passée cette sortie du Maroc? C'est très intéressant car il faut monter dans un bateau, je suppose. Depuis là, on n'était pas encore monté dans un bateau. Ben, quand on est au Maroc, pour rentrer en Espagne, il y a plusieurs coins. On peut rentrer par Gorogo, donc Melilla, soit Casiago, donc Ceuta, ou Tanger, tout ce que vous voulez. Il y a ceux qui ont des sous, parce que quand on parle des Zodiacs et tout ça, les bateaux, c'est pas, pour moi, c'est pas le plus difficile. Ça, c'est pour ceux qui ont des sous, parce que c'est payant. Il y a des gens qui, c'est des passeurs aussi, on va dire ça comme ça, et c'est une grosse chaîne. Ils achètent du matériel, et puis, bon voilà, les passagers, ils viennent, ok, gars, moi, avec telle somme, tu vois. En fait, ils ont un taux qu'ils fixent, tu vois. Après, en fonction des gens, ça peut être plus, ça peut être moins. Mais c'est payant, donc c'est pour ceux qui ont de l'argent, qui, voilà, ils payent, tu vois, le passeur qui va les ramener, tu vois, en Grande Espagne, par les Zodiacs. Et donc, ça se fait par... Et toi, tu as fait comment? C'est toi qui m'intéresse, les autres, non? C'est toi qui es là. Moi, j'ai essayé deux fois avec les Zodiacs, mais ça n'a pas marché. Et j'ai jamais payé parce que c'était des amis. Mais je suis rentré par Gorogo, donc par la barrière qui sépare l'Afrique à l'Europe, Estro-Vanador. C'est 3 barrières en fait, de 17 km. D'accord, c'est dans ce bout de territoire, cette enclave espagnole sur le territoire marocain. Ouais. Ce qu'on ne comprend pas trop bien. Le Maroc, c'est en Europe. Ouais. Non, l'Espagne, c'est en Europe. Mais on retrouve un bout d'Espagne collé au Maroc. Ouais. Bon. Qui s'appelle Melilla. Et Ceuta aussi. D'accord. Tu as donc fait comment pour traverser cette barrière longue de 17 km et certainement haute de plusieurs mètres aussi? 7 mètres de hauteur plus 1 mètre de barbelé, donc ça fait 8 mètres. Et actuellement, je crois qu'ils ont déjà construit une 4e barrière parce que c'est 3 barrières. Avec une distance de, on va dire, chaque barrière est distancée de 50 mètres, un truc comme ça, ou 100 mètres. Tu as donc fait comment pour traverser? Déjà, j'ai fait 2 ans dans cette forêt, donc à Gorogo, et je suis rentré plusieurs fois en Espagne, mais la Guardia Civile me remettait toujours dehors. Et quand j'ai perdu mon meilleur ami, Maxi, ça m'a fait beaucoup de peine. J'avais donc décidé de rentrer à Métropole, Casablanca, où j'ai fait les trucs. Et par rapport aux soucis que j'avais eu là-bas, je suis rentré en forêt. Et c'est quand je rentre en forêt qu'au bout d'une semaine, même pas, j'étais finalement rentré à Melilla. Et pour ce faire, en fait, ça se fait sous des termes militaires. Et c'est aussi une organisation, il y a des cibleurs qui sont là pour justement dire que sillonner la barrière jour et nuit et pour essayer de trouver les points les plus fragiles. Les failles, quoi. Ouais, les failles, parce qu'il y a des policiers, des militaires qui sont là de partout. Qui sont là, vous renvoie, j'ai reçu des vidéos là-dessus, hein, c'est assez rude. Hein. Ouais. Des coups, vous les recevez, bah oui. Des militaires espagnols et marocains. Bah oui. Quand ils tirent sur nous, c'est pas pour nous envoyer à l'hôpital, c'est pour nous envoyer au cimetière. Oui, j'ai vu que beaucoup d'entre vous sont enterrés dans la forêt là-bas. Ouais. Il y en a, moi j'ai beaucoup d'amis qui sont morts, je suis sûr, jusqu'à présent. Il y en a qui, leur famille pense qu'ils sont encore en vie, pourtant ils sont morts il y a bien longtemps. D'autres même, ils n'ont jamais été enterrés, genre au désert comme ça. Ah, il est mort, tu vois. Et, bah, on ne peut pas le faire. Soit tu veux le faire et puis tu sais que finalement tu le feras pas parce que tu vas crever comme lui, soit tu avances dans l'espérance que tu pourras arriver. C'est marche ou crève. Et surtout crève, quoi. Ouais, surtout. Dis-moi, sur 100 que vous étiez au Maroc, combien sont morts et combien ont pu passer, combien sont restés sur place au moment où tu y étais? As-tu une idée? Non. On parle des frappes massives.
pour aller, c'est vrai, il y en a qui le font individuellement, mais c'est très rare. Les frappes massives, pour aller sur la barrière, vu qu'il y a beaucoup... C'est quoi frappe massive? Les frappes massives, justement, c'est... Vu qu'il y a une barrière qui sépare l'Afrique à l'Europe, oui. Alors le seul moyen d'avoir une chance de pouvoir rentrer en Espagne, c'est d'organiser des frappes massives. Ce qui veut dire quoi? On y va en grand nombre. Entre 1000, 1500 ou 2000. Ouais, c'est ça les frappes massives. Et quand on y va, supposons à 2000, nous savons très bien qu'il y en aura peut-être même personne qui va rentrer, mais la plupart du temps, c'est entre 100 et 400, voire plus, qui rentrent, sachant qu'il y en aura entre 250, 500, voire plus, qui vont mourir. Et là, on n'en compte pas les blessés, parce que les blessés, il y en a tellement. Sauf que dans les médias, c'est pas toujours ça qu'on relaye. On parle même pas des morts, on parle juste de ceux qui sont rentrés. Mais les morts, il y en a tous les jours. Et le côté marocain, on ne le filme pas comme ça. C'est pour ça que la plupart des temps, c'est toujours le côté espagnol qu'on filme. Et on dira ceux qui ne savent pas même, parce que j'ai vu plusieurs journalistes genre, qui ont essayé de rentrer en forêt. J'ai vu deux caméras cassées par justement les militaires marocains et tout ça, parce que c'est très violent ce qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui n'ont jamais filmé. Si, il y en a qui ont réussi à filmer, peut-être parce qu'ils ont reçu des grosses autorisations, je ne sais pas quel soutien ils avaient, mais c'est un côté qui... C'est interdit de filmer normalement, surtout quand nous sommes là. Nous vivons en forêt carrément, il n'y a pas de route, il n'y a pas de douche, c'est vraiment la guerre. À t'écouter, il y a donc plus de morts que de ceux qui parviennent à passer. Oui, on les appelle... Et tout cela passe sous silence. Ouais, sous silence. Et ces morts-là sont en majorité des jeunes noirs africains. Ouais. Des jeunes noirs africains. Des jeunes vraiment, vraiment jeunes comme moi. Et tu es passé dans ces conditions-là? Oui. Je ne veux pas dire que tu as eu la chance, car je sais pas ce que ça signifie chance dans ces conditions-là. Dans cette, tu appelles ça comment? Dans les frappes. Tu as pu passer comme ça, frappes massives. Ouais. Surtout qu'il y a 3 barrières. Déjà, pour quitter de la forêt, pour rejoindre la barrière, il y a... En fait, c'est vraiment le parcours du combattant. Il y a plein d'obstacles à traverser. Entre les 109 caméras qui sont sur la barrière, donc même avant de traverser, avec cette grande route-là, les caméras, on vous a déjà vu. Et même quand vous êtes en grand nombre et que vous courez, forcément, ça se ressent qu'il y a un mouvement qui se passe. Le sol est damé. Voilà. Et donc, il y a toutes ces choses. Et même la barrière, elle est électrifiée, sauf qu'ils mettent ça vraiment, vraiment rarement. Mais il a dit que c'est électrifié, il y a vraiment c'est un gros risque. Et elle se modifie tout le temps et nous aussi on modifie nos plans d'attaque tout le temps. Donc à une époque on allait souvent avec les échelles. Des fois, en fait, il y a plein de trucs. Même à dire que sur les chaussures on mettait des clous et tout ça parce que tellement, tu vois, genre, ils réfléchissent eux aussi, tu vois, comment faire pour nous empêcher de rentrer. Nous aussi, on réfléchit comment faire justement pour traverser. Mais en tout cas, ce qui est à retenir, c'est qu'il y a plus de morts que ce qui ira que d'entrée. Et ça, malheureusement, on n'en parle pas. Et c'est tout ça qui m'a poussé à écrire cette Bible. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Dans la peau de l'Inivain, sur Amazon. Ouais, à la FNAC aussi. À la FNAC, pour ceux qui sont en France, pour ceux qui sont à l'étranger. Amazon. Il suffit d'aller sur Amazon, vous le trouverez. J'ai froid dans le dos et froid dans la tête. Je ne sais pas comment tu fais pour en parler comme ça. Et ouais, c'est le GDH. Dans ce parcours, normalement, je dirais que moi, je suis mort. Je suis mort comme mon pote. Emel. Alex, non, tu l'appelles? Emel. Emel. Dans mon livre, je l'appelle Amin parce que c'est trop difficile de prononcer son nom. Je suis mort avec lui, je vous assure. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais décidé de quitter la forêt pour aller m'installer à Casablanca. Quand était-il arrivé? Il était aussi allé dans les frappes massives comme ça? Oui, c'était lors d'une frappe massive. En fait, nous étions déjà sur la 3e barrière, donc la dernière. On avait traversé la première, la seconde, et nous étions sur la 3e. Normalement, après cette barrière, on devait se retrouver à Melilla, donc en Espagne.
Et mon pote, lui, il était donc juste devant moi. Donc on grimpait la barrière. Il était devant moi et moi, je le suivais derrière. Et là, il y a une balle. Donc il y a une balle qui lui a touché sur le dos. Une balle réelle, je dis bien. Et puis il est tombé, j'en dirais presque à 7 mètres de hauteur. Genre, on touchait les barbelés. Et là, mon pote, il est tombé, il a explosé. Et surtout qu'il y a des gens derrière nous et devant nous et de partout. C'est comme les fourmis vraiment. Donc en gros, tu vois, il y a beaucoup de personnes. Et quand il tombe comme ça, non seulement il est tombé, mais il y a d'autres gens qui lui piétinent, tout ça. Parce que tout le monde veut... À l'instant, on n'est pas là pour s'occuper des morts. On est là pour chercher à rentrer en Espagne. Et donc le plus grand ennemi même, c'est pas le flic qui tire sur toi, c'est ton propre frère. Parce que si tu es trop loin, il va te pousser, tu tombes et puis lui, voilà, il avance. Et quand moi je vois que mon pote est tombé, bah, j'avais pas 36 solutions. J'avais dit, ok, c'est bon, ça y est, je suis redescendu pour essayer de soutenir mon poteau. Il était mort dans mes bras. Et donc, je voyais son esprit partout, frère, je t'assure. J'étais plus bien. Parce que c'était vraiment, tu vois, lui, c'est une grosse histoire. Notre histoire, elle commençait pas vraiment au Maroc. Elle commençait depuis le Cameroun. Et quand il m'a retrouvé là, ça faisait vraiment bizarre. Et de lui voir partir comme ça et dans ces conditions. J'avais besoin de repos et donc j'étais remonté à Casablanca. Voilà, j'étais monté à Casablanca, je m'étais dit, ok, c'est fini avec l'Europe. Sauf que à Casablanca, au bout de quelques mois, un bon nombre de mois quand même, j'avais reçu un signe divin. Comme quoi, il faut que tu rentres en forêt. Cette fois-ci, c'est bon, ça y est. On dirait que c'est Dieu qui me parlait. Il me disait, écoute petit, je te comprends, tu vois. T'as tout fait pour rentrer. Mais si j'ai rien fait, hein, pour dire que si je t'ai pas permis, c'est parce que c'était pas ton moment, tu vois. Et ton pote est mort dans cet élan-là, je le sais. Mais là, maintenant, je te le dis, vas-y. Vas-y. Tu es retourné en forêt. Je suis retourné en forêt. Et tu as essayé l'autre frappe massive. Déjà, j'étais arrivé en forêt comme un roi. Et là, la frappe massive, je ne courais pas, je marchais. Je grimpais cette barrière comme si, genre... comme si je grimpais une échelle, simplement, en mode normal, tu vois. Ouais. Je suis rentré en Espagne. Je suis rentré dans le CETI de Melilla. J'ai rencontré aucun keuf. Aucun militaire, aucun policier, aucun gendarme sur ma route. D'accord. Ce jour. Au bout de 2 ans, dit que pourtant, avant ça, j'avais déjà passé 2 ans. Jour pour jour, j'essayais de rentrer là-bas. Et j'étais toujours la proie des keufs. D'ailleurs, même des fois, genre, tu vois, je suis avec un groupe de gars comme ça, on laisse tout le monde, mais c'est moi qu'on attrape. Antoine était en coulisses, il est venu accompagner son pote. Serre-lui quelque chose à boire, Antoine, vas-y. Apporte-lui quelque chose à boire, parce que je pense que tu mérites de boire. Hein. Viens lui donner à boire. Waouh, chers téléspectateurs, j'ai souvent fait des bœufs bourguignons qui m'ont secoué, mais là, je suis doublement secoué. Et je me demande comment tu fais pour parvenir à raconter cette histoire avec un tel... calme. J'ai appris à vivre avec ça, parce que je fais partie de ceux qui pensent que la souffrance, elle n'a rien à voir avec les événements. La souffrance n'a rien à voir avec les événements eux-mêmes, mais avec la façon dont nous les vivons. Les faits ne sont rien d'autre que les faits, mais ce que nous ressentons à leur égard, c'est une autre affaire. Et depuis que je suis arrivé en France... Ah oui, tu es arrivé en Espagne à Melilla, mais ouais. Melilla c'est encore sur le continent africain, c'est collé au Maroc. Oui. Ouais. Alors, comment as-tu fait pour arriver en France? Ben, une fois que, déjà, même étant déjà à Melilla, une fois que vous avez traversé la barrière, tant que vous n'êtes pas rentré dans le CETI, vous n'êtes pas en sécurité, donc à tout moment la Guardia espagnole peut vous récupérer et vous renvoyer au Maroc. Le seul endroit où on se sent vraiment en sécurité, c'est dans le CETI. J'appellerais ça une prison, même si c'est le centre de détention provisoire pour migrants. C'est une prison. Donc c'était la première fois que genre... Ne t'inquiète pas, je suis passé par là. D'accord. Pas à Melilla, mais à Paris. J'ai fait un centre de rétention où j'ai dû défendre les droits des filles qui étaient violées et des garçons qui étaient molestés par la police française, sur le sol français, à Paris. Charles de Gaulle, donc je comprends un peu le centre de rétention de City. C'était la première fois que je me sentais vraiment bien d'aller en prison. Oui, moi j'ai aussi aimé cette prison de Roissy. Et donc quand on arrive... Énorme. Quand on arrive, on nous donne des cartes de résident. Et normalement, selon la loi, au bout de 45 jours, nous devons, donc, au maximum 45 jours, on doit nous envoyer en Grande Espagne, donc les dirigeants du CETI, donc le directeur et toute sa clique.
et nous achètent des tickets de transport donc par les bateaux qui nous ramènent à Malaga. Et une fois à Malaga... Malaga au sud de l'Espagne. Oui. Et là-bas déjà, une fois à Malaga, il y a des ONG qui nous attendent déjà et elles nous ramènent, à dire que dans le... On vous dispatche dans le pays. Oui, et ça c'est oui. D'abord on dispatche et après maintenant il y a des règles à suivre pour ceux qui veulent rester et pour ceux qui veulent sortir. L'asile, il faut ceci, cela et tout. Ah, c'est pour ceux qui veulent rester. Sauf que à Melilla, c'est pas toujours vraiment ça. Parce que, et moi, ce qui m'a beaucoup tué, c'est que dans ce city, il n'y a pas seulement des Noirs, il y a aussi des Arabes. Excepté les Marocains. Parce que les Marocains, ils n'ont pas le droit de rentrer là-bas. Et j'ai jamais cherché à savoir pourquoi. Mais il n'y a pas de Marocains. Peut-être parce que c'est le pays le plus proche. Voilà, c'est le même pays, on va dire ça. Et eux, ils ne rentrent pas là-bas. Il y a des Syriens qui... Le Syrien, lui, il arrive avec son passeport, il a un costume, il rentre par le grand portail tranquillement au bout de 2 semaines, 1 semaine, des fois même là, le même jour. C'est son cas. Oui, c'est différent. On les a vus en Grande Espagne. Mais nous... Mais les Africains... Déjà, on dit qu'il faut attendre 45 jours, mais je réalise qu'on fait 6 mois et d'autres même qui font 1 an, 2 ans et 3 ans, parce que moi, puisque je vous ai dit que j'avais fait plus de 2 ans dans cette forêt là-bas, donc des amis qui étaient rentrés, genre des gens que j'avais trouvés là-bas, on s'est créé des amitiés. Quand j'étais arrivé nouvellement en forêt, ils étaient rentrés au truc là, au site de Melilla. Et moi, 2 ans et demi plus tard, quand je rentre, je les trouve encore là. Je dis, mais les gars, je vous croyais déjà à Paris, moi, un peu partout. Ils sont là. Et c'est donc là que voilà, on réalise que, en fait, quand on est au Maroc là, dans cette forêt à côté de Melilla, on se dit que là-bas c'est le paradis. Une fois qu'on est rentré, franchement, tout sera réglé. Et bien, on se rend compte que nous sommes rentrés, mais en fait, rien n'est réglé. C'est le début là-bas aussi, la couleur pose problème. Et oui. Les hommes ne sont pas égaux. Oui, c'est... L'éducation universelle de l'homme ne sert pas grand-chose à faire. T'as mal à la tête, paracétamol. T'as mal au pied, paracétamol. T'es blessé, paracétamol. Quel que soit dit que genre ton mal, c'est le paracétamol. Mais mon frère... Et c'est donc là... Tu es resté combien de temps? À Melilla, je crois que je suis resté 7 à 8 mois. J'avoue que j'aurais dû passer moins de temps que prévu. Mais bon, c'est aussi parce que, justement, il y a beaucoup de choses que je ne vous ai pas expliquées. Genre, quand je vous ai dit que je n'ai pas fait ce chemin comme dans le sens commun du terme, c'est justement ça qui, quelquefois, ça m'a souvent poussé à faire plus de temps que prévu. Parce qu'à Melilla, par exemple, au vu de toute cette négativité que nous subissions là-bas, eh ben, moi, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Et à chaque fois que ces choses se passent, je suis toujours celui qu'on accuse, celui qu'on pointe. On dit que c'est moi la cause de toutes ces choses. Parce que justement, pour sortir de là, il y en avait beaucoup de frères qui employaient la violence. Ils tabassaient, tu vois, des policiers, guardias civils et tout ça. Ils brûlaient des voitures. Et à chaque fois, ben, quand on se renseignait, mais avant que telle personne ne fasse telle chose, avec qui elle causait, et telle personne avec qui elle causait, et c'est donc comme ça qu'on pointe du doigt. Et puis, dans une prison déjà, tu es là, on te renvoie encore dans l'isoloir, où je suis gardé par 48 guardias espagnols par jour. Donc par heure, 2 guardias espagnols. Et ils m'appelaient Peligroso. Ça veut dire le dangereux. Et ça parce que justement, ils ne voulaient plus que je sois en contact avec les autres frères. Ils trouvaient que j'étais un danger public. Le simple fait de les parler, ça les poussait à faire des choses. Et pour sortir de là, c'était un autre délire. Il a fallu que je me batte pour sortir de là. Et étant dans cet isoloir-là, j'ai réussi à rassembler une vraie troupe. Depuis ma cage, j'ai gardé par 48 guardia civil. Donc même les Syriens s'étaient ralliés à ma cause. Parce qu'au départ, pour calmer les esprits des gens qui se posaient des questions, pourquoi est-ce qu'il est enfermé, ils disaient à ces gens que je suis fou. Et donc, pour changer, tu vois, cette vision des choses, il fallait que j'attendais la nuit quand tout le monde dormait, et puis je commençais à chanter. Et parce que voilà, j'écrivais tout le temps des vrais trucs et tout ça, et la nuit quand je chantais, et puis ces gens écoutaient ça, ils se disaient, mais ce mec-là qu'on nous a dit, il est fou, mais comment ça se fait qu'un fou, il dit des trucs comme ça? Et c'est eux qui commencent à mener la révolution pour que je sorte. Ouais. Et c'était devenu tellement chaud que le seul moyen de calmer tous ces résidents, c'était, voilà, le directeur était venu me voir, il me dit qu'avant de parler, c'est toi qui veux l'écouter. Et là, moi, je lui pose la question, mais monsieur le directeur, c'est qui le directeur? Si c'est vous, pourquoi est-ce que c'est à moi de les parler? Après, c'était entendu, voilà, je vous dirai pas ça sur le plateau, mais j'avais dû créer le CDS. Le CDS, c'est ce que j'avais appelé le comité des sages, que j'explique dans le livre, donc à mieux l'histoire. Et c'est le comité des sages qui était chargé, justement, de régler les problèmes du CETI dorénavant. Vu qu'il y avait plus de 2500 résidents et de toutes les origines africaines,
et même d'autres qui venaient d'ailleurs. Voilà, je m'étais dit qu'il est plus difficile pour le directeur d'écouter 2500 personnes qui sont surtout agitées et qui n'écoutent rien. Mais il serait peut-être plus facile pour lui de parler à 12 personnes. Si c'est, supposons, il y a 12 communautés et que dans cette communauté, chaque communauté désigne un leader. Et donc, en gros, ils formeront le CDS. Donc, les résidents, tu vois, feront les doléances à leurs représentants et leurs représentants, tu vois, les transmettront au directeur et ça clique. Et tu es devenu le président du... Non, j'avais dit au directeur, même lui m'avait posé la question, il avait dit non. Tu te conseil stratégique ou le stratège, tout simplement? Non, j'avais qu'un seul but, me tailler de là, mon gars. Alors, au bout de 8 mois donc, on te libère. On t'y va à la fin de l'émission. On a prévu 30 minutes, mais on a dépassé 45. Ah ouais, c'est passionnant. Ouais. C'est passionnant. Je suis sûr que les téléspectateurs vont aimer écouter l'itinéraire d'un affreux. C'est pour rien, l'itinéraire d'un affreux. Voilà. Le titre, c'est Dans la peau de l'immigré, la Bible de l'immigré, que je vous conseille fortement, car au vu de ce qu'il nous raconte, là, vous doutez que dans ce livre, il doit en avoir beaucoup plus que ça. Moi, j'ai la chance d'avoir lu quelques passages, pas vous, donc je vous le conseille fortement. Alors, tu sors de là au bout de 8 mois. Comment te libère-t-on? Ben, déjà, quand on rentre, on y va en groupe. Un groupe de, des fois, 15, 20, 30, pour la Grande Espagne. C'est encore la frappe massive là? Non, là c'est plus calme. Donc c'est le CETI. C'est les dirigeants du CETI qui ils achètent des tickets de transport, ils vous mettent dans des grands bateaux, des bateaux de voyage vraiment avec des blancs même et tout ça, qui voilà, des touristes. Donc sauf que vous êtes dans votre radis, nous sommes dans notre coin. Et on va à Malaga, et à Malaga, il y a des ONG qui nous attendent. Sauf que moi, je n'étais pas parti comme ça. Par rapport à tout ce qui s'était passé, et que voilà, j'ai créé le CDS, je n'étais pas parti avec les autres. Mon contrat avec le directeur était aussi simple que ça. Je l'avais dit, écoute, une fois que je t'aurai présenté le CDS, le même jour, je veux partir. Et je ne vais pas seul, j'avais ma petite équipe. Il m'avait dit OK pour certaines personnes et d'autres, il avait refusé. Voilà. Et c'est donc comme ça que je suis arrivé à Malaga, il y a un bus qui m'attendait déjà, on m'a ramené à Madrid. À Madrid, normalement, quand on arrive dans des ONG, même pour ceux qui veulent sortir du territoire, peut-être ils ont d'autres idées, aller en France comme moi, il faut attendre un minimum 2 semaines avant de bouger. Et quand tu dois bouger, on te file 50 €. Mais moi, c'était pas ça. Le même jour, on avait reçu à dire que mes gars et tout ça, et tous, personne d'entre eux ne voulait rester. Tous voulaient sortir justement, aller dans d'autres pays, sauf que on les avait dit, OK, vous, ça ne sera pas avant 2 semaines. Mais à moi, on a dit autre chose. On m'a dit, non, monsieur, vous installez pas. Oui, parce que quand vous êtes dangereux, vous continuez la route. Et on t'a refilé combien? 1 000 €. Et il y a 1 000 € carrément. Il m'avait accompagné jusqu'à San Sébastien. Et c'est à San Sébastien que j'avais pris le bus Euroline pour Paris. Tu leur as fait de la pub, là, dont tu déposes une partie de 1 000 € avant de sortir. Hein? C'était en quelle année ça? C'était en quelle année déjà? Oui, dis-nous. C'était, je crois que c'était en fin 2014. Le mois, je ne me souviens plus, mais c'était en 2014, en fin d'année. Donc il y a cela 4 ans, au minimum. Alors? Non, 5 ans au minimum. Nous sommes en 2019, et c'était en 2014, tu m'as dit fin 2014. Oui, on va dire juin, juillet. Bon, ça fait pas 5 ans, c'est 4 ans et poussière. Ouais. Oh, ce type, c'est vraiment un cas, hein? Moi aussi, je l'aurais mis en isolement dans cette prison de ce type. Alors, tu prends le bus, tu arrives à Paris. Ouais. Tu avais des amis, des connaissances, de la famille à Paris? Non, quand j'arrive à Paris, je connais personne, excepté une seule personne, on va dire ça comme ça. Ah oui, tu connais une personne? Le président Amotte. Président Amotte. Ouais. Je profite ici. Président Amotte, tu m'as dit que tu allais au Cameroun, tu allais revenir m'appeler, car je t'attends ici en émission. Je t'attends toujours comme les chrétiens attendent Jésus. Président Amotte, fais quelque chose, viens. Bon, tu contactes Président Amotte, tu avais son contact téléphonique? Non. Oui, j'avais son contact Facebook, son numéro de téléphone, mais je ne le contacte pas directement parce que j'ai d'autres projets. D'accord, qu'est-ce qui se passe donc? J'ai toujours été un gars indépendant et surtout que le plus important, pour moi, pas pour les lecteurs, parce que les lecteurs, justement, ce qui les motive à acheter un livre ou bien à le lire, c'est d'abord dans la peau de l'immigré, l'immigration et tout ça. Cependant, par rapport à tout ce que j'ai vécu et le personnage dans lequel je me suis découvert, le GDH, il m'a obligé, tu vois, à ne pas l'appeler à l'instant. Ouais. D'accord. Et avant d'arriver sur le président, je préfère d'abord vous dire qui est le GDH, comme ça vous comprendrez mieux pourquoi. Très bien. Le GDH, voilà, parce que tu te fais appeler GDH Combétir. C'est quoi le GDH Combétir?
Le GDH Combétir, c'est 3 personnes en un. Donc il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est pas ça? Non. Il y a... C'est presque pareil, mais c'est pas ça. Il y a un général. Oui, G. Comme général, qui a pour mission de mener ses troupes jusqu'à la victoire spirituelle dans le Beaux-Arts. Et le second personnage, c'est le docteur. G, général, D, docteur. Ouais, et le docteur a pour rôle de soigner le monde, pas avec des perfusions, mais avec des mots. D'accord. H. H, c'est une légende. Un homme à part dans un monde qui s'égare. D'accord. Général, docteur, homme. Général, docteur HLM. HLM. HLM, ça s'écrit H-6 C-H-E-L-E-M. D'accord. J'espère que vous allez comprendre mieux comment. Et quand je dis, parce que les 3 se rattachent, ils sont là pour le même combat. Le combat, c'est le Bétir. D'où le GDH Combétir. Général docteur HLM, commandant le bataillon de troupes indépendantes et rebelles. D'accord. Bataillon de troupes indépendantes rebelles. Je connaissais le BIR qui est bataillon d'intervention rapide. Bon, voilà encore une création camerounaise. La terre, sacré, hein? la terre, c'est un bataillon. D'accord. En B. Les pays, c'est des troupes. En T. Nous, les hommes et les femmes, nous sommes indépendants sur le choix du bien et du mal. Nous sommes supposés être indépendants. Nous sommes indépendants. Ah, bon. Sur le choix du bien et du mal. Parce que je ne suis pas certain d'être indépendant. Bon. Et chaque Bétirois a sa vision du monde. Ça, on ne peut pas le dire. Les habitants de cette terre qui est le Combétir, là, c'est le Bétirois. Les Bétirois, oui. Bétirois. Le Bétir, c'est la terre. Et donc, les terriens, c'est des Bétirois. Et donc, je suis aussi un Bétirois. Forcément. Ah, d'accord. Parce que d'une façon ou d'une autre, sur terre ou dans le Bétir, si l'on fait trop de bien, on se rebelle contre ceux qui font du mal. Et si on fait trop de mal, on se rebelle contre ceux qui font du bien. Bon, le dernier qui m'avait amené dans un tel délit que je n'ai jamais compris jusqu'aujourd'hui, c'était Saint-Fo Tonkam qui est en Allemagne. Salut à toi Saint-Fo. Tu as un petit frère là, tu devrais le contacter. Parce que vos sciences, je n'y comprends rien du tout. Je préfère me limiter au manuel dans la peau de l'immigré car vous comprenez quelque chose. Alors, tu es Bétir, je suis Bétir. Nous sommes des Bétirois. Nous sommes des Bétirois. Et notre territoire, c'est où? C'est le Bétir. Et qui est toujours la terre. Oui, le Bétir, c'est la terre. Et après des troupes, nous, par exemple, toi et moi, nous appartenons à une troupe qui s'appelle Cameroun. Ah, d'accord, qu'on a appelé Cameroun. Ouais. Car toi et moi, on n'a pas choisi le nom. C'est vrai. Il faut ouais. C'est bien, ouais. Oui, moi, je sais pas d'où je viens. Si déjà je refuse l'appellation terre, c'est pas Cameroun que je vais accepter. Donc, Cameroun, sont les autres qui ont décidé, ça s'appelle Cameroun. Et France, je sais pas qui l'a décidé, mais bon. C'est des Bétirois aussi. C'est le Bétirois aussi. Ouais. Et il évolue en 2 phases, le Bétir. Il y a des Bétirois qui sont du côté évolutif et les Bétirois du côté destructif. Les Bétirois du côté évolutif, ils encouragent le mal, quand pourtant les Bétirois du côté destructif militent pour la paix. Mais les 2 côtés, ce sont des Bétirois. Et les Bétirois se combattent entre eux. Et ça revient, ça serait à dire que ça se voit à travers tout ce que nous vivons actuellement. Parce que quand on parle de guerre et de toutes ces négativités qui minent le monde, c'est des humains contre des humains. Il n'y a pas un côté, on dirait que c'est des animaux et d'autres des humains. Non, c'est des humains. Sauf qu'ils se sont créés des petites différences qui les mènent à leur chute. Et ça me rappelle le discours de William Lynch, un ancien esclavagiste, un discours qui date de 1700, tu vois, qui justement pour mieux gouverner, tu vois, genre pour quitter de l'esclavage, genre physique, genre bastonnade et tout ça pour ce qui se passe aujourd'hui, il fallait créer des différences, tu vois, entre les esclaves, tu vois, la peur, la taille, les ceci, les cela, tu vois, et ça fait que le patron, tu vois, des esclaves, il a plus besoin de dicter des lois aux esclaves parce que les esclaves, entre eux, déjà se font la guerre et puis, du coup, quand ils voient donc le patron, ils le prennent comme un dieu, simplement. Parce qu'avant, le patron était obligé d'être là tout le temps, tu vois, pour dicter des lois, pour les tabasser, pour qu'ils puissent bosser. Mais aujourd'hui, tellement ils ont développé avec ce discours de William Lynch, eh ben, le patron, il n'est même pas obligé d'être là. Donc, genre, le cas de la France-Afrique, il est chez lui tranquille et puis entre eux, tu vois. Le cas de la France-Afrique. Chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans le bœuf bourguignon sur JMTV+, et la transition m'a été donnée par le concerné. Nous allons maintenant parler de l'actualité. Tu as parlé de la France-Afrique. Quelle lecture fais-tu de ce départ massif des jeunes Africains, surtout ceux de l'Afrique noire francophone, qui veulent tous rallier l'Europe? C'est une mentalité à courte épreuve, mais ce n'est pas de leur faute.
c'est que nous sommes nés dans ça. On nous a fait croire que le rêve américain, le rêve européen, il existe. Le rêve français pour ceux de l'Afrique noire francophone. Ouais. Car ce qu'on nous vendait chez nous, c'était plus à Tour Eiffel, les Champs-Élysées, Ouais. qu'autre chose. Hein. C'est vrai. Voilà. Mais la vérité est que ce rêve, il n'existe pas, excepté dans nos têtes. Parce que la vérité, la réalité, on ne la verra jamais dans les médias, d'autant plus que tous ces médias sont contrôlés justement par ce système. Et nous dirigeons, c'est que des manches-billes. C'est comme, tu vois, le disait le grand frère tout à l'heure, ou alors certains gens, genre ceux qui savent la vérité, ils le disent. C'est des députés, des gouverneurs, des prophètes. C'est des gens qui... Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas faire des choses. Peut-être que pour certains, ils veulent bien faire. Mais vu que c'est une minorité, parce que quand on dit que l'Afrique compte des millions d'habitants, quand on compte les dirigeants, c'est une minorité. Et tout seuls, ils ne peuvent pas, tu vois, résoudre le problème de l'Afrique. Pour que ce soit résolu, c'est à nous, la jeunesse, de le faire. Et il y a... Tu parles de ces jeunesses qui, lorsqu'elles marchent, même sans avoir d'armes dans les mains, des marches mains nues, on tire sur elles là, c'est de cette jeunesse-là que tu parles? Je parle de toute la jeunesse. Même celles ceux qui en tirent, qui marchent sans les mains nues. Je parle de toute la jeunesse parce que le bêtir, je vous expliquerai un truc. Le bêtir, tout être humain, pour moi, est un bêtirois. Je crois qu'il y a beaucoup même... En fait, nous sommes trois dans la salle, il y en a deux qui sont pour ce que je dis. Et ceux qui sont... Que tu sois tireur ou tiré, tu es un bêtirois, sauf que chacun a ses raisons. Si ça se trouve, les deux ignorent la vérité. Et peut-être qu'il y en a un qui le sait. Le seul moyen de découvrir ça, c'est avec le dialogue. Sauf qu'aujourd'hui, l'être humain est beaucoup plus l'Africain. Il a perdu, tu vois, même pas qu'il a perdu cette notion. Il n'est pas encore arrivé à cette notion-là. C'est ce genre d'homme qui... Il te parle d'abord déjà avec un flingue à main, tu vois. Et c'est bien après, si jamais tu le convaincs, qu'il dépose son arme, tu vois, pour te faire asseoir. Quand c'est pas comme ça qu'il faut gérer. J'en connais qui ne parlent même pas, qui disent tu es sorti pour marcher, non, vas-y marche, pendant que tu marches, tu tires par derrière. Non, c'est pas comme ça. Sur un animal. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. D'abord, tu fais asseoir l'homme, tu vois, et si ça ne va pas, ben, tu lui dis simplement lève-toi. Mais tu es dans un rêve là. Tu es d'origine camerounaise. Ouais. Va au Cameroun discuter avec la police ou l'armée qui tire sur les gens. Je l'ai déjà fait, je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai eu cette chance de grandir des deux côtés. Du côté des militaires comme du côté des civils. Et même, j'étais d'abord du côté des civils et c'est la radio que c'est le côté militaire qui m'a appelé par rapport à ce que je faisais dans le côté civil. Donc, je connais très bien les deux côtés. Mais je dis ceci, si ce que vous dites, c'est vrai, bien sûr, ça, je valide. Mais il n'y a pas de doute, hein, les images sont là. Cependant, le tout dépend de comment est-ce que, tu vois, ces gens se comportent quand ils sont en face d'eux. Parce que, tout à l'heure, quand je disais que nous sommes des dieux, c'est que, je me dis, Dieu, quand il a donné le pouvoir aux humains, il ne l'a pas donné à un homme ou bien à un groupe d'humains, il l'a donné à tous les humains. Et donc, du coup, le monde évolue comme ça. Si je cause avec quelqu'un et que je vois en lui un mec faible qui ne peut se débrouiller seul, qui voilà, me considère comme un dieu, il est très facile pour moi de le piétiner parce que justement, il a montré que je peux le faire. Et c'est pareil, même pour les civils entre eux. Donc le seul moyen de se faire respecter, c'est vrai, c'est pas avec la violence, mais la façon de parler, la façon, tu vois, de s'asseoir par exemple, de voir les choses. Mais tout ça aussi, c'est vrai, c'est un militaire, c'est un policier ou alors c'est un homme politique. Mais tout ça, ça lui fait réfléchir. C'est quand même un mec éduqué, c'est un mec qui... Ce qu'il me dit, ça a du sens, tu vois. C'est comme ici, les gilets jaunes. Il y en a qui se font bastonner et d'autres qui ils parlent vraiment des trucs costauds, mais ils sont pas touchés. Le tout dépend de comment est-ce que tu dialogues avec eux. Très bien. J'espère qu'on arrivera un jour à installer la paix dans ces pays. Mais on n'arrivera pas si on n'est pas solidaire. Et ça, c'est le grand problème de l'Afrique. Je te fais remarquer qu'ils ne sont pas tous solidaires en Europe. Hein. Les 27 n'arrivent pas à être d'accord, à se mettre d'accord sur un plan à suivre. Hein. Donc, il faut arrêter de dire aux Africains, c'est quand vous serez solidaires que vous en sortirez. Et que chaque pays s'en sorte déjà seul. Et ensuite, on verra. Oui. Non, je parle, quand je parle de solidarité, hein. Revenons par exemple dans le cas du Cameroun. La solidarité est un pas et un grand pas. Et deuxièmement, il faut parler des grands mots. Parce que même si ici en France, on dira ils ne sont pas toujours d'accord, tu vois, sur tous les points. Mais quand il s'agit, tu vois, des gros problèmes comme celui-ci, tu vois, la plupart, même s'ils ne sont pas d'accord, mais ils parlent des grands mots. Sauf que, tu vois, dans nos communautés africaines, tu vois, non seulement on n'est pas d'accord, mais on passe tout ce temps, tu vois, à parler des petits mots. Et c'est pas comme ça qu'on avance. Parce que j'ai traîné, je traîne souvent, tu vois, dans des maquis et tout ça. Tu arrives au bout de 2 heures de ton,
10 minutes, tu vois, on parle de Paul Biya et même que des conneries. Et pendant ces 10 minutes aussi, on essaie de mettre un camto. Et tous les sujets qui essaient de sortir, tu vois, de là, tu te rends compte que ça détruit même ton cerveau parce que ça ne tient pas debout et ça ne tire ni vers la solution, ni même vers, tu vois, c'est des commentaires du bas, comme on appelle ça chez nous. Quand pourtant des trucs qui peuvent ramener, tu vois, l'émergence, c'est cette jeunesse qui, certes, on se pose des questions, mais on essaie de poser un triangle, tu vois. Le résultat qu'on veut, c'est quoi? Et le pourquoi on veut ce résultat et le plan massif pour y arriver au résultat. Mais chez nous, c'est pas ça. Et c'est ça le problème. Et du coup aussi... Ça parle plus que ça n'agit, quoi. Ça parle plus que ça n'agit et ça ne parle même pas ce qui doit être parlé. Ça a dit que ça ne voit pas le monde plus loin qu'une bouteille de bière. Ce qui veut dire, il vient de sortir même, tu vois, un vrai truc là. Il ne sait pas que cette phrase qui vient de sortir, elle peut faire un gros débat. Mais cette phrase-là, tu vois, il suffit que tu lui poses une bière. Lui-même, il a détruit toute seule. Il noie la phrase dans la bière. Comme quoi, jeunesse africaine, sortez des bars, sortez des bières en plus. Ouais. J'entends certains dire, je vais chasser tel pays de mon pays. Mais la bière que vous buvez tous les jours, là, c'est ce pays-là que vous mettez dans votre corps. Vous ne le savez même pas. L'Europe, c'est pas le paradis. Voilà. J'ai souvent fait des remarques, tu vois, c'est un frère qui me dit souvent, ah gars frère, tu sais, moi je suis mieux qu'au Cameroun, je suis mieux qu'en Côte d'Ivoire, je suis mieux qu'au Sénégal, je suis mieux qu'en Afrique en tout cas, parce que ici, même si je travaille pas, tu vois, j'ai le RSA, j'ai ça. Et moi, je voulais dire, écoutez les frères, vous savez, c'est justement tout ça, tu vois, qui maintient, tu vois, l'Afrique là où elle est. Parce que pour aller plus simple, là où dire que tu pourras mieux comprendre, je pourrais te dire que ce RSA compte dans tous les mois, tu vois, c'est tes propres sous. Ben oui, quelque part. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est quoi? Supposons, genre, un mec, tu vois, il a tes sous. Supposons, il a 10 euros. C'est tes sous qui t'appartiennent. Normalement, il doit te dire, ok, frère, tiens de 10 euros. Mais lui, il te dit, non, non, c'est pas bon. Tu sais, j'ai pas trop confiance en toi, même si tes sous. Tu donnes 10 centimes. Non, pas 10 centimes, mais je vais te filer 1 centime par mois. Ça te va? Ça veut dire qu'il a toujours dit pour te filer 1 centime par jour et tu penses qu'il t'a donné de l'argent, qu'il t'a donné son argent. Eh oui. Et c'est pas que là, même au niveau de la banque, ça se voit. Quand tu dois à la banque, eh ben, tu reçois des tas de courriers. C'est des gens, non. Mais quand... C'est la banque qui te donne l'argent? Oh là là, c'est une dinguerie. Ouais, oui. Ben, supposons, comme on dit, ouais, il y a des banques en faillite et tout ça, même si c'est que des conneries, et que toi, tu as beaucoup de millions là-bas, et que tu y vas, tes propres sous. Si jamais tu veux trop parler, ils peuvent t'envoyer, ils vont appeler les keufs et on t'envoie toi en prison. Dans le taux maximum d'un premier chef, c'est 100 000 euros qu'ils peuvent te donner. Pourtant, toi, genre, c'est tes sous, je vous ai donné mes sous. Mais là, je veux mes 100 millions, quand même. J'ai un projet. Ils te disent pas plus que 100 000 euros. C'est la raison pour laquelle le journaliste que je suis se pose beaucoup de questions sur le cas de Bernard Tapie. Il est un peu mon soutien quelque part. Bon, quand on vendait Adidas, il était là. Hein? Pourquoi vous l'avez foulé déjà? Bon, mon cher, c'est bien d'avoir dit tout ceci aux jeunes Africains en général et aux jeunes Camerounais en particulier. Je suis aussi content que tu sois venu me parler de ton livre « Dans la peau de l'immigré », que je vais dévorer. Je vais aussi confesser ici, mon cher, que je suis touché par ce fléau-là. Mon propre petit frère, un peu plus âgé que toi, a été vendu en Libye. C'est une autorité publique désormais car j'ai fait pas mal de médias, mais ce n'est pas la raison pour laquelle je t'ai invité. Je t'aurais quand même invité si tu avais écrit sur le chien ou sur le chat, pour encourager la jeunesse africaine qui pense et qui écrit. Donc toutes mes félicitations. Et sache que tant que tu écriras ou chanteras, tu seras toujours bienvenu sur GMTV+. Merci frérot. Voilà. Ça fait plaisir. Voilà, merci beaucoup. Merci. Chers téléspectateurs de GMTV+, on aurait pu rester encore plus longtemps, mais bon, on sait que vous avez beaucoup d'autres choses à faire. Allez tout simplement commander ces livres sur Amazon, Dans la peau de l'immigré, ou la Bible de l'immigré, sur Amazon, ou dans les librairies, vous le trouverez. Fort riche ces livres. On se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec un autre invité. D'ici là, malgré la situation extrêmement difficile, ça et là, gardons quand même la banane, au moins jusqu'ici. À bientôt. Ça fait plaisir. Bye bye. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.